bienvenue dans le débat consacré au discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Un nouveau discours du président français de presque 2 heures, 7 ans après son premier discours sur l'Europe dans cette même université. Le contexte a changé avec l'invasion russe de l'Ukraine. Notre Europe est mortelle, elle peut mourir, a affirmé Emmanuel Macron, qui a donné donc une tonalité dramatique à son propos. Le président français met l'accent sur la nécessité d'une Europe puissante qui doit se renforcer en matière de défense, d'investissement, de politique commerciale ou encore de protection de ses frontières. Un discours qui contient de bonnes impulsions pour que l'Europe reste forte, a réagi Olaf Scholz, le chancelier allemand, sur le réseau X. Un discours de campagne critique l'opposition à 1 mois et demi des élections européennes du 9 juin, alors que le groupe Renaissance Renew est largement distancé par le Rassemblement national et que la campagne de Raphaël Glucksmann connaît une bonne dynamique. Emmanuel Macron confond gesticulation et réalisation européenne. Voilà en tout cas la réaction de Marine Le Pen. On va revenir donc sur ce discours du président français. Qu'est-ce qui le distingue finalement, ce discours Sorbonne 2, lorsqu'on pense à celui Sorbonne 1 d'il y a 7 ans? Était-ce effectivement un discours de campagne à 1 mois et demi des élections européennes? Quelles sont les réactions politiques? Emmanuel Macron va-t-il parvenir à remobiliser son camp? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ana Navarro-Pedro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondante en France pour la presse portugaise. Bienvenue à vous. En face de vous, nous avons Richard Verly. Bonsoir Richard. Bonsoir, correspondant international pour le quotidien suisse Blink. Bienvenue. Nous avons et votre livre tout de même sur l'Ukraine. J'aimerais bien le citer. Redonnez-moi le titre sur la exact. France. Sur la France. Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit. C'est pas encore l'Ukraine. Ce que la France croit, ce que le monde voit. Vous étiez en Ukraine il n'y a pas si longtemps. Oui. Merci d'être avec nous. Jean Garrigue, bonsoir. Historien et président du comité d'histoire parlementaire et politique. Bienvenue. Et puis Yves Tréhard est avec nous ce soir. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction éditorialiste au Figaro. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'écouter un extrait du discours d'Emmanuel Macron. Le risque est immense d'être fragilisé, voire relégué. Parce que nous sommes dans un moment inédit de bouleversement du monde, d'accélération de grandes transformations. Et mon message d'aujourd'hui est simple. Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Yves Tréhard, est-ce qu'il a été convaincant? C'est son sujet, l'Europe. Donc il est passionné, c'est sa passion, c'est une passion macronienne, j'ai envie de dire. Mais là où il est extraordinaire, c'est qu'il est, comme souvent, il est paradoxal. C'est-à-dire que dans le même discours, il vous dit, il y a le feu, on peut mourir, l'Europe peut mourir, la civilisation européenne peut mourir, et puis d'un autre côté, il vous dit, on n'a jamais autant progressé en Europe. L'Europe, la crise, les crises qu'elle a vécues depuis 20 ans, l'ont fait progresser bougrement, ce qui est vrai d'ailleurs. Il a raison dans les deux cas. C'est-à-dire qu'il a raison, donc c'était plutôt un bon discours, un peu un télo, souvent. On en parlait avec Richard tout à l'heure. Il a employé le mot paradigme au moins 20 fois. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Mais sinon, c'est un très beau discours. Le seul problème, c'est toujours pareil. Il y a le discours, mais il faut qu'il y ait les actes derrière. Et les actes, il y a 27 participants. Oui, c'est ça le problème. Richard Verly. Oui, un bon diagnostic, mais ça, on sait qu'Emmanuel Macron est très fort sur le diagnostic. Il voit l'Europe de manière assez juste. Il voit les défis pour l'Europe face aux États-Unis et à la Chine, parce que c'est de ça essentiellement dont on parle, et aussi face à la Russie. Après, moi, j'en ai retenu 2 questions, 2 interrogations. Premièrement, je l'ai trouvé très absent sur le terrain social, à un moment où on sait que les Français sont avant tout concernés par les problèmes de pouvoir d'achat. Donc ça, c'est quand même un peu étonnant dans cette période. Et deuxièmement, il n'a toujours pas répondu à la question du pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant? C'était évidemment, semble-t-il, pour des raisons électorales, pour doper son camp. Je ne suis pas sûr que ce type de discours soit de nature à précipiter les électeurs vers les urnes pour voter pour Valérie Hayé, puisqu'elle est sa tête de liste du camp macronien. Ana Navarro-Pedro, votre regard, il a fait référence à la révolution des œillets, vous qui représentez merci, Charité
bien organisé commence par soi-même. Donc nous, effectivement, on a beaucoup apprécié cette petite phrase, ainsi qu'une vidéo que Emmanuel Macron a postée hier sur les réseaux sociaux. Les 50 ans de cette révolution des œillères, je rappelle aux téléspectateurs. Extrêmement plaisir. Cela dit, pour le reste, on a retenu la phrase qui a été ciselée, que vous venez de diffuser, qui a été ciselée pour être retenue. L'Europe est mortelle, elle peut mourir. Et on a retenu tout le chapitre sur l'Europe de la défense. Mais pas grand-chose d'autre, parce qu'effectivement, au Portugal, un pays où dans ces élections européennes, la préoccupation première est le pouvoir d'achat et l'emploi et l'économie, il n'y avait pas grand-chose là-dessus. Certes, la compétitivité face aux États-Unis, face à la Chine, etc., mais ce n'était pas très clair non plus. Donc, pas assez de social. Pas assez de social non plus. Jean Garrigue, comment vous l'inscrivez ce discours par rapport à celui d'il y a 7 ans ? Est-ce qu'il a été plus convaincant, aussi convaincant qu'il y a 7 ans ? Est-ce qu'on est un peu dans cette même veine ? Avant, c'était plus la souveraineté il y a 7 ans, et là, c'est plus la puissance. C'est un peu on ça, est plus dans la puissance parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Je pense qu'on voit bien que c'est un discours qui est en grande partie quand même influencé par ce qui s'est passé en Ukraine, et qui est une forme de tonalité dramatique qui avait peut-être un peu moins en 2017, même s'il est quand même coutumier du fait. Il aime bien donner un peu d'emphase à ses discours, des citations, celle de Paul Valéry, etc. Tout ça, c'est du Macron. Là, il y avait cette dimension-là, c'est-à-dire l'Europe peut mourir. Alors, c'est une dimension qui me semble essentiellement politique, et je dirais même presque de politique intérieure, parce que derrière cette menace sur l'Europe, il y a d'un côté Vladimir Poutine, l'ombre de Vladimir Poutine, mais il y a aussi la menace de la droite extrême qui monte dans tous les pays européens, et une droite qui est très anti-européiste. Donc voilà, il y a cette double lecture de la tonalité un peu dramatique qu'il a donnée. Après, il y a bien d'autres choses, mais on en reparlera. Bien sûr, on va l'écouter sur l'Ukraine, justement. Le principal danger pour la sécurité européenne est évidemment aujourd'hui la guerre en Ukraine. La condition sine qua non de notre sécurité, c'est que la Russie ne gagne pas la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine. Yves Tréhard, est-ce que ça peut mobiliser son camp, ce type de discours ? Parce que on va rappeler juste les listes avant de... Donc les élections européennes, c'est dans un mois et demi. À la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella gagne 2 points. Ça, c'est selon Opinionway, Veille Solis pour les Échos. À 29% d'intention de vote, donc pour le scrutin du 9 juin. La liste de la majorité perd 1 point, elle est à 19%, donc celle de Valérie Ayé. Et celle du PS, Place Publique, se hisse à 13%. Ça, c'est Raphaël Glucksmann. Alors, c'est la bonne question. C'est la bonne question, et je crois que la réponse, elle est évidente. Et Richard, c'est-à-dire, elle est évidente. La réponse, c'est qu'effectivement, les Français sont en butte à leurs problèmes économiques, de logement, de pouvoir d'achat, de la vie quotidienne, de tous les jours, beaucoup plus au soutien à l'Ukraine, qui d'ailleurs, dans les sondages, ne cesse de se rapetisser, si j'en crois les sondages. Il y a une fatigue de l'opinion française. Il y a une fatigue de l'opinion française, surtout qu'on est à un point déterminant, où il a raison d'ailleurs sur ce point-là, Macron, ça se joue maintenant en Ukraine. C'est-à-dire que si l'aide européenne et américaine, ça y est, c'est décidé pour les États-Unis, n'arrive pas à Kiev et en Ukraine, il y a des chances que la Russie prenne un peu de couleur, encore davantage, et que cette guerre qui va s'enliser soit au détriment des Européens. Ça, c'est clair, c'est tout à fait clair. Mais ça, vous ne pouvez pas le dire aux opinions publiques qui, elles ne voient pas la fin du monde, elles voient la fin du mois, si je puis dire. Et la fin du mois, c'est ce qu'on met dans le caddie au supermarché, c'est le sport des enfants, c'est la vie quotidienne, quoi. Et ça, c'est un problème majeur. Et il n'en a pas parlé, il a eu, à mon avis, tort de ne pas le faire, parce qu'il a perdu là-dessus. Il y a 2 choses sur lesquelles il a été très faible, c'est ça. Et l'autre chose, c'est l'immigration. Il n'a pas parlé d'Afrique, quasiment. Or, l'Afrique, elle est à nos portes, et c'est un des grands défis de l'Europe, c'est de savoir comment on peut améliorer les relations avec le continent africain, et comment on peut faire en sorte que les populations restent sur place. Anna Navarro-Perdo, pour vous non plus, ça ne mobilise pas justement ce qu'il peut dire sur l'Ukraine? Non, et puis il y a eu cette montée en puissance de la part d'Emmanuel Macron concernant le danger que représente la Russie, l'armée russe, la puissance militaire russe pour l'Europe. Cela, il y a 2 mois environ, 1 mois et demi environ. Or, elle arrive à un moment où on a, juste après, 2 ans où l'Europe
la France, mais surtout l'Europe, nous ont expliqué en long, en large et à travers que l'armée russe était assez médiocre, somme toute. Il fallait prendre des puces, des machines à laver pour qu'elles puissent marcher. On nous a parlé des pelles rouillées avec lesquelles se battaient ces combattants, ces soldats qui ne savaient pas se battre. Les Européens et les Français en premier lieu l'ont bien intégré. Et donc du jour au lendemain, cette armée-là, elle deviendrait dangereuse, elle peut venir jusqu'à nous. Les Français ne sont pas idiots. Franchement, si c'est un peuple qui en Europe a un feeling politique, c'est bien les Français. Donc ils voient bien qu'il y a une contradiction là. Ils se disent, mais c'était quand la vérité? C'est quand la vérité? C'est la menace maintenant? C'était avant quand on disait qu'ils étaient déminables? Donc ça aussi alimente un certain éloignement de la question ukrainienne et de la question russe de la part de l'électorat français. Jean Garrigue. Oui, alors, j'ai une approche un tout petit peu différente. On est d'accord, les questions de relations internationales, de menaces de guerre, effectivement, prennent beaucoup moins d'emprise sur l'opinion que effectivement le social, que les préoccupations de la survie au jour le jour pour beaucoup de Français. Vous pensez que ça manquait aussi dans son discours? Oui, ça manquait incontestablement. C'est le grand manque de ce discours. Je suis moins sévère sur les questions de frontières, etc., parce qu'il a lancé quelques bouées là, sur ce terrain-là. Mais sur le social, ça manque d'autant plus qu'il a quand même un concurrent qui est aujourd'hui celui qui est en train de rattraper, on verra s'il va vraiment les rattraper, la liste de Valérie Hayé, c'est Raphaël Glucksmann. Or, Raphaël Glucksmann, qui est aussi un Européen convaincu, et j'allais dire convaincant, Raphaël Glucksmann, lui, il insiste quand même beaucoup sur cette dimension de l'Europe sociale. Donc, il lui laisse ce créneau-là, ce terrain-là. Et par rapport à cet électorat qui est parti du macronisme pour aller justement vers la liste de places publiques, parce qu'il y a un électorat là du centre-gauche qui a fui le macronisme, c'est pas quand même la meilleure façon de le récupérer. C'est vrai qu'il pourrait récupérer cet électorat macroniste de gauche, Raphaël non Glucksmann. seulement il pourrait, mais même position finalement que le président sur l'Ukraine et la Russie, à peu près. Même s'il dit le contraire d'ailleurs récemment. Mais... Non seulement il pourrait, mais il le cherche. Raphaël Glucksmann, il ne se cache pas de chercher à séduire des électeurs qui avaient voté lors de l'élection précédente pour Renaissance, c'est-à-dire le parti macroniste. Au fond, on a eu, avec Emmanuel Macron aujourd'hui, et non sans raison, un éloge de la nécessité d'une Europe de la physique quantique, puisqu'il a parlé de la physique quantique, alors que Raphaël Glucksmann, lui, parle de l'Europe de Jacques Delors. L'Europe de Jacques Delors, ça éveille quand même beaucoup plus de souvenirs dans la tête des gens, parce que Jacques Delors, ce côté social-démocrate, etc. Mais Jacques Delors, c'est le passé. Oui, mais d'abord, le passé, l'avenir. les gens s'en souviennent, et la physique... Attention, c'est l'informatique quantique. L'informatique quantique, voilà, l'informatique, pardon, quantique. Moi, ça m'a quand même surpris de voir qu'il fasse ce dégagement très futuriste, et ça m'a d'autant plus surpris qu'il annonce comme seuil 2030. 2030, c'est demain. Comment voulez-vous que l'Union européenne aujourd'hui fasse cette révolution dans des domaines comme l'intelligence artificielle ou l'informatique quantique en 5 ans? C'est juste pas possible. Donc il a quand même là un problème de curseur, Emmanuel Macron, c'est qu'il brosse un tableau d'avenir sans doute juste sur les enjeux européens, mais qu'il essaye de les faire entrer dans un calendrier qui est impraticable. On va l'écouter sur la préférence européenne, c'est assez intéressant. On voit bien qu'il nous faut bâtir ce concept stratégique d'une défense européenne crédible pour nous-mêmes. C'est pourquoi j'assume le fait qu'il nous faut une préférence européenne dans l'achat de matériel militaire. Regardez la facilité européenne de paix que nous avons bâtie pour les débuts de la guerre. Les 3/4 ont été utilisés pour acheter du matériel non européen. Alors il y avait un critère d'urgence, on ne savait pas tout produire en européen, mais il y avait aussi des réflexes solidement établis. C'est toujours mieux d'acheter, souvent américain, parfois coréen. Mais comment voulons-nous construire notre souveraineté, notre autonomie à terme, si nous n'assumons pas aussi de développer une industrie de défense européenne ? Yves Tréhard, c'est assez logique ce qu'il dit là. C'est logique, sauf qu'il oublie une dimension, c'est la dimension sociale, encore une fois. C'est-à-dire que l'industrie, vous relancez l'industrie de l'armement, vous créez de l'emploi, vous créez de la richesse, vous créez du pouvoir d'achat. Et ça, il n'en parle pas. Et c'est étonnant d'ailleurs, parce que bon, je pense qu'il y a pensé plus d'une fois. Oui, mais quand il parle de préférence européenne, c'est plus justement l'Emmanuel Macron libéral. Là, on est vraiment dans une autre approche de l'Europe. Là, effectivement, c'est plus
c'est plus le mondialiste, si vous voulez, pour prendre un vocabulaire que j'aime pas trop, mais enfin, c'est le vocabulaire que ses opposants utilisent. Mais il est sûr que... Alors, il a changé déjà avec le coronavirus, au moment de la crise du coronavirus, il avait ce mot de souveraineté tout le temps à la bouche. Il fallait qu'on récupère notre souveraineté à tous les étages, j'ai envie de dire. Aussi bien dans l'industrie de la défense que dans l'industrie tout court, que... Enfin, et là, il va un peu plus loin. Il va plus loin. Préférence européenne. C'est les deux grandes choses qu'on a retenues aujourd'hui, d'ailleurs. C'est il faut se construire une armée européenne, et puis il faut regagner notre souveraineté à l'échelle de l'Europe aussi, pas à l'échelle... C'est pas le même discours que Bardella, par exemple, qui a parlé cet après-midi, lui, de souveraineté nationale. Justement, on va y revenir ensuite. Sauf que ça marche pas. La préférence européenne. Mais non, ça marche pas dans le domaine de l'armement. Ça veut dire concrètement, qu'est-ce qu'on va aller proposer? Il y a des pays qui produisent aujourd'hui, qui ont une industrie de la défense puissante. C'est le cas, en gros, pour faire bref, de la France et de l'Allemagne. Et il y a des pays qui achètent. Alors on va aller dire à tous ces pays, au fond, achetez les matériels français. Mais sauf que vous savez bien pourquoi la Pologne, pourquoi les Pays-Bas achètent des F-35. C'est parce que quand vous achetez américain, vous achetez aussi la garantie de sécurité américaine. Donc ça alors justement, l'idée, c'est de séparer les deux. Ça serait ça. Donc ça veut dire qu'il y aurait une garantie de sécurité française qu'on proposerait à ces pays s'ils achètent des Rafales. Pardon, mais on sait malheureusement que ça ne correspond pas à la réalité. Et puis il y a une autre chose que je voudrais bien ajouter, c'est qu'il y a le transfert de technologie et je peux vous dire que les industriels français qui sont dans l'armement, jamais ils n'accepteront de mélanger, enfin de partager avec les Allemands. Il y a eu des cas. Vous savez, si la France n'a pas construit de drone, c'est à cause de ça. Donc c'est un vœu pieux, en fait. L'hélicoptère franco-allemand n'a jamais existé parce que les Français ne veulent pas partager la technologie avec les Allemands. Anna Navarro. C'est tout le problème, effectivement, de la défense européenne et de l'industrie de l'armement européen. Et puis, il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement que les pays de l'Est ou que le Portugal qui achètent américain, mais le Portugal a toujours été très, très, très atlantiste. Mais c'est aussi parce que les Américains eux-mêmes vont œuvrer à fond leur diplomatie, leurs services secrets, leurs industriels vont œuvrer à fond pour que tous les pays achètent américain. Il ne faut pas oublier, on est oui, mais justement, l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de dire qu'il faut une puissance européenne, il faut qu'on arrête cela. Il n'en a pas tort, mais qui va contre les États-Unis, contre la Chine. Okay. Non, mais la préférence européenne, c'est un mythe. Parce que les Européens ne sont pas du tout d'accord sur... il y a des sensibilités atlantistes, il y a des cultures qui ne sont pas du tout favorables à justement cette préférence européenne, cette forme de protectionnisme européen qui serait idéal, mais qui ne peut pas lutter d'abord avec le protectionnisme américain, le protectionnisme chinois, et en plus, je le répète, qui n'est pas partagé par tous les Européens. Finalement, on en revient toujours à ce problème, c'est-à-dire que les ambitions sont très hautes, le programme, il est très séduisant, mais les moyens ne sont pas là. Et ce qui est intéressant, Raphaël Glucksmann parle de commande publique aussi européenne. Hein. Lui aussi utilise... européenne. Il y a un grand fossé, effectivement, alors notamment entre les pays de la vieille Europe, la France... Oui. Et puis, les pays d'Europe centrale, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, qui, elles, ne veulent pas entendre parler d'autre chose que du parapluie américain. Pas du tout. Oui. Ça, c'est... Et puis, de toute façon, Emmanuel Macron a tout à fait raison dans cette volonté de mettre en avant une défense européenne et une industrie de l'armement européenne avec tous les bémols qu'on vient de dénoncer. Mais demain, si on est vraiment dans un grand souci, c'est pas sûr que les États-Unis viendront nous soutenir, qu'ils viendront se battre pour nous, mourir pour nous. Donc, il faudra que nous, on soit prêts à le faire. Et il a tout à fait raison, Emmanuel Macron, mais le problème est quasiment insoluble. Insoluble, alors c'est un peu le problème. Donc, il a proposé une académie militaire. Voilà, une académie militaire européenne. C'est un petit début Il a raison encore une fois sur le constat. Il a raison sur une préférence même d'approvisionnement européen. Mais maintenant, c'est la question des moyens qui a été évoquée. Il faudrait se mettre autour de la table, à savoir les industriels de la défense de tous les pays, et de dire alors on se partage les usines, on se partage les secteurs. Franchement, vous croyez que les industriels de la défense français et allemands sont prêts? Éventuellement, entre eux, ça peut marcher. Il y a quand même un projet d'avion du futur. Oui. Il y a quand même un projet de char du futur. Mais au-delà de ça, on ne veut pas mettre des usines en Roumanie, en Bulgarie. On veut les garder en France. Alors, sur le plan peut-être de la recherche, Yves Tréhard, parce que là aussi, c'est intéressant. Il parle de faire justement une institution un peu comme aux États-Unis. Le DARPA, me semble-t-il, américain. Et ça, il en avait déjà parlé. Il en reparle. Il parle de booster justement la recherche européenne. Alors, peut-être que sur le plan de la recherche, ça pourrait marcher? Oui, ça pourrait marcher si on accepte de mutualiser. C'est le mot qui a été absent d'ailleurs. On commence à mutualiser la dette, puisqu'on a commencé avec le coronavirus. On a commencé aussi d'une certaine façon avec la guerre en Ukraine, puisque les achats
on mutualise les achats d'armement. Et si on arrive à mutualiser notre matière grise et notre savoir-faire, et ben là, l'Europe, ça y est, elle est faite. Hein. Oui. C'est le grand challenge. C'est tout ça qu'il dit, d'ailleurs, en sous-texte de tout son discours, c'est qu'il y a la Chine, il y a les États-Unis. Il faut que l'Europe soit une puissance autonome qui ne dépende plus des États-Unis. Et au-delà de ça, d'ailleurs, il parle de subventions américaines et chinoises des entreprises. Et donc, pourquoi pas, d'ailleurs, un plan d'investissement européen, Richard Verly, justement un plan d'investissement européen pour se mettre au même niveau que les Américains qui subventionnent leurs entreprises avec l'IRA et la Chine qui subventionne aussi nombre d'entreprises alors qu'elle exporte tous ses produits en Europe. Oui, sauf que c'est toujours pareil, on est toujours obligé de mettre 3 points de suspension, sauf que pour ça, il va falloir emprunter. Alors il dit, empruntons à nouveau ensemble. D'accord, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Encore à 27, c'est pas décidé. Ensuite, il dit, on va falloir collecter de l'argent. Ça peut être un projet. Il y a la taxe carbone. L'emprunt européen. Prenez un sujet comme la taxe carbone, dont il est un chaud partisan, Emmanuel Macron. On peut considérer que c'est une bonne idée, la taxe carbone aux frontières. Résultat des courses pour le consommateur français, les prix vont augmenter. Est-ce que les consommateurs aujourd'hui sont prêts à ce que les prix augmentent? Donc, il y a toujours, à tout ce qu'il dit, et c'est assez logique, il y a un pendant, une conséquence qui est beaucoup plus difficile à gérer. Encore une fois, le dire, c'est une chose, le réaliser, malheureusement, c'en est une autre. Jean Garrigue, mais il faut bien une volonté politique, une sorte de ligne directrice. On ne peut pas lui enlever ce volontarisme européen. Et dans le discours, et depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2017, il y a toujours eu ce fil conducteur. Mais c'est vrai, là aussi, on est obligé de constater que les moyens n'ont pas suivi, faute d'abord de suivi en France et faute d'unité européenne. On en revient toujours là. Et moi, je suis surpris qu'on ne revienne pas sur une réflexion qui est quand même qui court dans le débat public depuis des années autour des cercles concentriques européens, autour de la manière de gouverner cette Europe, de la piloter. Parce que si on ne résout pas ce problème-là, notamment le problème du veto à l'Union européenne, etc., si on ne résout pas ce problème de gouvernance, c'est très compliqué de trouver justement une unité pour faire avancer la défense, la protection des frontières ou autre. Mais il est revenu d'ailleurs sur la possibilité de mettre en place à la majorité qualifiée un certain nombre de décisions politiques étrangères. Mais c'est un préalable, à mon sens, pour tous les problèmes qui se posent. J'ajouterais simplement un truc. Vous faites exploser l'Europe si vous faites la majorité qualifiée en Europe. Oui, mais... sur le dossier de politique étrangère, manifestement, les Allemands, ils seraient favorables. Mais en 1927. Je voulais juste rajouter sur la recherche, là encore, problème de faisabilité. Mais les chercheurs européens, en général, dès qu'ils sont bons, ils partent. Ils partent aux États-Unis. C'est ce qu'il dit. Alors, comment on les empêche de partir? Lui, il parle justement, Emmanuel Macron, de 3% du PIB européen consacré à la recherche. Bon, déjà, c'est pas mal. Une DARPA européenne avec les meilleurs scientifiques. Il faut garder nos talents. Projet, il faut les former. Voilà. C'est un peu le projet d'Enrico Letta. Enrico Letta, exactement. Le ancien Premier ministre italien qui a présenté au Conseil européen extraordinaire la semaine dernière. Et donc, c'était un petit peu... Emmanuel Macron faisait un petit peu référence à tout ce programme là proposé par l'État. On le lui a demandé de le concocter d'ailleurs. Mais ce que je voulais ajouter aussi au niveau de la recherche, souvenez-vous, quand Trump est au pouvoir, Macron à un moment donné lui plante une petite flèche dans son jardin en disant venez chez vous, les chercheurs américains. Mais vous savez, au Portugal, on a un peu souri parce qu'on connaît les salaires des chercheurs en France. On connaît les budgets alloués à la recherche en France. Et même les jeunes Portugais qui finissent l'université, ils vont aux États-Unis, ils vont en Allemagne, ils vont en Angleterre ou en Suisse, mais pas en France. Parce que vous êtes un docteur en biochimie ou en ingénieur spatial ou quoi que ce soit, et vous commencez à gagner 1 500 € par mois. C'est pas possible. C'est un peu pessimiste. Non, c'est vrai que c'est la recherche est le parent pauvre de la France, quand même. Il faut savoir. Avec des cerveaux extraordinaires. Et les cerveaux français, on a quand même des écoles d'excellence mathématiques, physiques. Je parle de Polytechnique, je parle de Centrale et beaucoup d'autres. Les meilleurs produits de ces écoles-là partent aux États-Unis ou partent à un moment partaient en Asie. Ils reviennent souvent quand même. Oui, mais quand même, il y a quand même un exode qui est inquiétant et on devrait se poser la question de savoir si. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'on en forme de moins en moins parce que en France, notamment, c'est l'aspect commercial qui a pris le dessus sur l'excellence de la recherche fondamentale. Donc il y a un principe de réalité. Il y a un principe de réalité qu'il faut corriger.
Richard Verly. Alors, il y a une information aujourd'hui qui était concomitante au discours d'Emmanuel Macron. C'est que l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne a trop d'étudiants français. Eh oui, Elle a trop d'étudiants français, justement parce qu'ils viennent, et pourtant c'est une école dont la scolarité est payante, mais il y en a trop, et ils ont un problème avec les étudiants français. Ça veut dire que derrière les appels d'Emmanuel Macron, il y a évidemment tout un travail de réorganisation structurelle de la recherche en France et sans doute au-delà. Moi, il y a quand même une chose qui m'a intéressé. Alors, bien évidemment, c'est parce que ça concerne aussi la Suisse, mais c'est qu'il a parlé sur tous ces sujets, non seulement de l'Union européenne, mais des partenaires de l'Union européenne. Il a notamment cité la communauté politique européenne à plusieurs reprises. Ça, c'est intelligent parce que ça intègre 3 pays dont l'Union européenne a besoin. Le Royaume-Uni sur les questions de défense, la Norvège pour d'évidentes capacités financières et la Suisse parce qu'elle est maintenant un hub de recherche extrêmement prisé. Et puis ça fait partie de son concept aussi d'Europe, communauté politique européenne qui puisse d'Europe élargie, d'Europe puissance aussi, parce que ces alliés-là seront des facteurs de renforcement de la puissance européenne, c'est clair. Alors, à 1 mois et demi des élections européennes, bien sûr, le discours est politique. Il a parlé justement des nationalistes, Emmanuel Macron, on va l'écouter. Tous les nationalismes à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe. Mais ils nous ont tous habitués à un discours qui est le oui mais, qui est dire j'empoche tout ce que l'Europe a fait, mais je le ferai plus simple, mais je le ferai en ne respectant pas les règles, mais je le ferai au fond en bafouant ses fondements. Au fond, ils ne proposent plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre, ils proposent juste de ne plus avoir de règles de copropriété, de ne plus investir, de ne plus payer le loyer. Et ils disent ça va marcher. Alors, qui vise-t-il, Yves Tréhard? Parce qu'il parle des nationalistes, donc globalement... Il parle de tous les populistes européens, en premier lieu en France, évidemment du Rassemblement national, accessoirement de Reconquête d'Éric Zemmour. Et puis, il y a une partie de la droite aussi, de la droite Les Républicains, qu'il ne faut pas oublier, et qui est aussi assez réticente, qui a toujours été réticente sur l'Europe. Et puis, bon, dans les tous Polonais les pays, aussi, on avait l'impression qu'il parlait aussi... Alors, les Polonais, attention, les Polonais, il a d'ailleurs salué la Pologne, qui était effectivement tenue par, je dirais, une gouvernance très, très conservatrice, et qui, depuis peu de temps, est avec M. Tusk, on va dire, un libéral bon teint, très européen. D'ailleurs, il a été à la tête de la Commission européenne, enfin pas de la Commission européenne, du Conseil européen. Mais dans tous les pays d'Europe, le Portugal n'y échappe pas, il y a des partis populistes qui se servent de l'Europe comme bouc émissaire. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils disent souvent, je me permets de le dire, n'importe quoi. Oui. Et ils accordent une importance et un pouvoir à l'Europe que souvent cette Europe n'a pas. Oui. Jean Garrigue. C'est très important ce que dit comme toujours. Mais je veux dire que le gros problème en Europe et singulièrement en France, c'est que les anti-européistes, les populistes, en fait, ont gagné le combat idéologique. Pour une majorité de Français, l'Europe, définitivement, aujourd'hui, c'est le bouc émissaire de tous nos problèmes. C'est pas un hasard si Jordan Bardella caracole dans les sondages et si l'ensemble de l'extrême droite est à plus de 40%, c'est que précisément sur cette question européenne et avec en nombre porté ce qui s'est passé en 2005 avec le référendum négatif, mais qui a été contourné par Nicolas Sarkozy en 2007, il y a une rupture qui s'est faite et dans l'esprit d'une majorité de Français, l'Europe, c'est quelque chose de négatif. C'est une Europe des technocrates, une Europe des élites, une Europe qui est éloignée des réalités du peuple. Et ça, pour l'enlever de la tête d'une grande partie de Français, c'est un travail qui est un travail de titan. Et moi, au Portugal, c'est la même chose. Oui, pour la France, comme pour le Portugal d'ailleurs, souvent dans le passé, quand une mesure ne plaisait pas, on disait ça vient de Bruxelles, on n'y peut rien, on doit l'inscrire dans notre droit national. Donc les politiciens dans tous les pays européens ont quand même beaucoup de responsabilités à ce niveau-là, parce que c'était bien une bonne excuse aussi, bien facile à un moment donné. Et au Portugal, mais du coup, ça alimente l'extrême droite. Mais oui. Alors, les sentiments anti-européistes ne prennent pas beaucoup chez nous. Nous sommes vraiment très pro-européens. Nous sommes très reconnaissants à l'Europe depuis que nous avons pu adhérer à l'Europe en 1986. Et nous sommes peut-être le pays, c'est sûr, le pays de l'Union européenne qui pense, qui croit, à une très grande majorité, 2 tiers, que
ce qui se fait à Bruxelles a un impact direct sur la vie des citoyens au Portugal. Et donc, on suit cette actualité. Négatif? Alors, Non, c'est pas négatif du tout. On suit l'actualité d'une façon beaucoup plus étendue, beaucoup plus soutenue qu'en France. Et donc, nous ne sommes pas pris de court pour des mesures qui vont impacter la vie au quotidien quand elles nous arrivent en disant il faut faire ceci ou cela dans tant d'années. Cette Europe bouc émissaire, oui, mais pour le pire, pour ça rebondir sur ce alimente que disait Jean Garry, le Rassemblement national. Quand Emmanuel Macron dit les partis alors populistes, nationalistes, veulent avoir au fond le bénéfice de l'immeuble sans payer le loyer et sans règlement de copropriété. Mais c'est ce que tout le monde voudrait. La réalité, c'est que si vous dites aux électeurs, vous pouvez avoir le bénéfice, vous pouvez habiter là sans payer de loyer, sans règlement de copropriété, mais tout le monde va dire oui. Donc il fait un constat qui quand même est paradoxal. C'est sans doute ce que proposent les nationalistes, mais c'est ce que les gens veulent entendre. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'ils veulent pas payer, mais ils veulent bien être en sécurité. Absolument. Alors on va l'écouter justement, Jordan Bardella, parce que comme vous le disiez, Yves Tréhard, il a fait son discours européen. C'était quelques heures après le discours à la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Et lui, il parle d'une Europe qui respecte. On va l'écouter. Cette Europe des nations, c'est celle des réalités. C'est l'Europe à la française, et c'est l'Europe telle que nous voulons la bâtir. L'Europe du XXIe siècle, c'est une Europe adaptée aux grandes nécessités de notre temps, capable de répondre aux défis de notre époque. Nous entendons la construire autour de 3 piliers: une Europe qui protège, une Europe qui produit, une Europe qui respecte. Yves Tréhard, c'est assez intéressant quand même. En plus, c'est trois Europes, protège, respecte. Oui, c'est le vocabulaire et la rhétorique du Rassemblement national. Moi, ce que je vois surtout, si vous voulez, en l'écoutant, c'est un jeune homme, c'est qu'il n'est absolument pas à l'aise, il ne maîtrise pas son sujet. Autant vous avez un Européen convaincu, qui n'est pas beaucoup plus vieux que lui d'ailleurs, qui lui manie tout ça avec une dextérité, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, absolument éblouissante. Autant lui, alors là c'est la première fois que je le vois aussi mal à l'aise d'ailleurs. C'est la première fois. Et là, il parle d'un sujet qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'Europe, il ne sait pas comment ça fonctionne. Et pourtant, il est eurodéputé. Et pourtant, il est eurodéputé. Oui, mais il est jamais là-bas. Il a 30% des intentions de vote. Pas très là-bas. Donc, il ne sait pas. Mais il est très mal à l'aise. Il domine en tout cas les sondages. Pardon ? Il domine dans les sondages. Il domine dans les sondages parce que, comme l'a dit très bien Jean, les gens, ils écoutent simplement, et tout le monde ici, c'est que finalement, ils ne veulent pas les règles imposées par l'Europe, ils veulent bien avoir l'immeuble avec la sécurité et tout ça, mais ils ne veulent pas le reste. Et c'est bien le problème de l'Europe, c'est un problème de pédagogie, l'Europe, aussi. Oui. Et d'ailleurs, le président de la République, c'est là où moi, j'émettrais beaucoup de réserves, c'est qu'il plane trop haut. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus basique. Beaucoup plus basique. Et Emmanuel Macron, il est au fond un peu tombé dans le piège qu'il s'est lui-même tendu avec ce discours. Parce qu'il a décidé de faire ce second discours de la Sorbonne en pleine campagne électorale. Évidemment, pour rebooster son camp, on l'a dit. Mais il ne pouvait pas non plus aller trop dans la rhétorique électorale, parce qu'on l'aurait accusé de prendre parti et de ne pas être dans son rôle. Donc, moralité, il a plané très haut. Et à planer très haut, vous vous déconnectez de la réalité des gens de tous les jours. Votre réaction à Jordan Bardella, ça l'a desservi finalement, un tel discours? Je ne pense pas que ça va avoir un impact sur ses électeurs, très franchement. Pas d'impact sur ses électeurs. Ils doivent être sur la même longueur d'onde que lui sur ce thème. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Yves Tréhard sur son côté mal à l'aise? Oui, j'ai trouvé aussi qu'il lisait même mal parfois. Et effectivement, il a été eurodéputé pendant des années, mais ça visiblement ne l'intéresse pas. Mais vous savez, par exemple, au Portugal, les populistes, l'extrême droite populiste ne se montre pas anti-européiste, pas du tout. Et parce que, justement, c'est ce que je disais, 66%, enfin, 2 tiers de notre population croient que l'Europe est importante et, en plus, apprécie l'Europe. Et le Parlement européen. Le Parlement européen. Donc, du coup, il va être au groupe européen de Marine Le Pen. C'est la question. C'est pas la question, mais ils ont l'air quand même très divisés, tous ces groupes populistes dont on parle. Entre ceux qui sont pro-russes, ceux qui sont moins pro-russes, ceux qui sont plus libéraux, d'autres plus protectionnistes. Lui, il parle d'Europe des nations. Enfin, parce qu'est-ce qu'ils vont pouvoir créer un groupe? Non, ils en créeront vraisemblablement 2 déjà, comme c'est le cas aujourd'hui déjà. Et on voit très bien qu'il y a des lignes de fracture entre eux. Ils sont jamais d'accord. Pourquoi ? Parce que leur nature
profond de la nature du populisme, c'est d'être dans la protestation par rapport à ce qui est, par rapport à des institutions. Et c'est pourquoi d'ailleurs, et comme ça a été souligné, ce qui manque dans le discours d'Emmanuel Macron pour répliquer à cette vision quand même très, très pauvre que nous donne Jordan Bardella, c'est quelque chose de très concret. Comment ça marche et qu'est-ce que ça nous a apporté? Il l'a dit un tout petit peu au début, il a parlé du Covid, il a parlé de la guerre en Ukraine, mais il aurait fallu aller beaucoup plus loin, y compris dans des choses très, très pratiques qui parlent au cœur des Français. Parce que Jordan Bardella, il est incapable de nous parler d'Europe, il ne sait pas comment ça fonctionne, il sait pas... Non, mais franchement, il faut le dire. Et on voit très bien à quel point là, on a affaire à une sorte de robot un peu préparé par Marine Le Pen. Mais il l'a fait, c'était pas un hasard qu'il le fasse aujourd'hui, quelques heures après celui d'Emmanuel Macron. Mais si vous voulez, pour convaincre les Français, pour avoir un petit impact, au moins pendant cette campagne électorale, je crois qu'il aurait fallu être dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus proche, finalement, du cœur des Français. Justement, sur ce mouvement d'extrême droite et ces populistes, oui. Est-ce qu'ils ne pourront pas créer, parce qu'il y en a un certain nombre qui rêvent de créer un groupe européen qui les réunisse tous. Et c'est un peu la zizanie entre eux. Il y a deux groupes, deux groupes qui ont du mal à s'entendre parce qu'il y a des rivalités. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y en a qui sont plus ou moins pro-russes. Et puis, ils n'ont pas les mêmes histoires. Il y en a qui viennent d'un fascisme avéré. Bien trempés, d'autres qui sont des populistes d'opportunisme, je dirais, et donc ils ne partagent pas tous la même vision. Simplement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que normalement, si on en croit les sondages et les études d'opinion qui ont été faites, les populistes ne pourront pas, si vous voulez, obtenir la majorité à l'Assemblée parlementaire européenne. Là, on est encore dans un classique clivage gauche-droite tempéré. On n'est pas du tout... la menace n'existe pas. Il y a une progression quand même. C'est d'ailleurs l'un des arguments de Raphaël Glucksmann qui dit, vous voyez, au Parlement européen, ce clivage gauche-droite qui a explosé dans notre pays depuis 2017, il est toujours présent et c'est ce qui permet justement un véritable combat démocratique sur des enjeux programmatiques et non pas simplement sur des éclats de voix et de la protestation. Et lui voudrait réintroduire ce clivage droite-gauche dans le débat politique français. Et faire une sorte d'analogie entre ce qui est préservé et qui va être préservé. C'est-à-dire revenir finalement aux lignes de lecture, les anciennes lignes de lecture, les classiques, revenir aux classiques. On va l'écouter justement, Raphaël Glucksmann. Commun entre l'Union européenne et la Russie. Voilà la pensée des élites françaises à cette époque. Voilà la pensée d'Emmanuel Macron à cette époque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette faillite stratégique a tué le discours de la Sorbonne. Alors là, il parlait du discours de la Sorbonne 1. C'était un discours qu'il a fait hier, Raphaël Glucksmann. Il manquait un peu le début, donc j'essaie de le retrouver. Où il a dit « Macron plaidait pour un front commun de l'Union européenne avec la Russie. C'est une faillite stratégique ». Voilà ce qu'a dit Raphaël Glucksmann. Donc là, il est revenu justement sur ces tentatives d'Emmanuel Macron au tout début de l'invasion de l'Ukraine, de justement dialoguer avec Poutine. Sauf que Raphaël Glucksmann n'est pas aux affaires. Et quand vous êtes aux affaires, c'est un peu différent. Au début, en tous les cas, vous essayez de garder le contact, justement, pour éviter que votre adversaire ou votre ennemi aille vraiment trop loin dans sa provocation. Bon, ça n'a pas marché, on le sait. Lui, il parle de faillite stratégique, donc il l'attaque là-dessus. Mais il est vrai que le Parti socialiste, le Parti socialiste est un des seuls partis à ne pas avoir versé dans un poutinisme un peu trop voyant. Parce que même le centre, la droite classique, a quand même eu des mots pour Poutine. Je ne parle pas aujourd'hui, je parle il y a 10 ans, 15 ans, des mots qui étaient plutôt assez sympathiques. En gros, Poutine, c'était le gardien de l'ordre plutôt que le chaos. Je rappelle que le général de Gaulle parlait de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Il y incluait la Russie. Il incluait la Russie. C'était une autre époque. Justement, sur Raphaël Glucksmann et la stratégie du PS, là, il a une dynamique, on parle de 13% maintenant d'intention de vote, donc c'est vrai qu'il monte, donc il vise l'électorat macroniste de gauche. Sur quoi, qu'est-ce qu'il lui donne, cette dynamique, véritablement? Alors, il vise plusieurs électorats. Il vise effectivement la partie gauche
gauche de l'électorat macroniste, au fond les déçus du macronisme. Il vise aussi une bonne partie de l'électorat écologiste, et là il a une légitimité puisqu'il vient plutôt du camp écologiste, Raphaël Glucksmann. Mais pourquoi est-ce qu'il ne voterait pas écolo Mais parce qu'il y a une question d'incarnation. En ce moment, il réussit à incarner une forme à la fois de pragmatisme et de rêve européen, et il le fait bien, et il peut se targuer d'un bon bilan au Parlement européen. Il est pédagogue, il sait expliquer les choses quotidiennes, et on vient de voir qu'Emmanuel Macron, lui, ne l'a pas beaucoup fait. Donc il y a un moment Glucksmann qui a beaucoup à voir avec sa personnalité et sa manière de présenter sa campagne. Franchement, pour l'avoir rencontré récemment, tout comme Yves, il a beaucoup progressé. En 5 ans, il s'est vraiment imposé comme un leader politique capable d'expliquer l'Europe de manière convaincante, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a 5 ans. Anna Navarro. Il a attaqué, sur cet extrait qu'on a vu, on a attaqué Emmanuel Macron sur le point le plus important de la stratégie qu'il avait choisie pour Renaissance, c'est-à-dire la Russie, l'opposition à la Russie, le danger russe et la nécessité de soutenir l'Ukraine. Donc c'est bien vu, mais ce n'est pas peut-être le point le plus important. Je pense qu'il s'adresse beaucoup aux abstentionnistes aussi, Raphaël Glucksmann, dans son discours, et peut-être qu'il aura une chance d'en retenir quelques-uns aussi. Donc, on va voir comment les choses vont se goupiller maintenant. Non, mais c'est vrai que Glucksmann n'est pas un tribun, mais en revanche, comme l'a dit Richard, c'est un bon pédagogue de l'Europe. Moi, j'ai vu les débats auxquels il a participé. À chaque fois, il sait en parler avec précision et clarté. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui arrive à vous donner un petit frisson européen, je veux dire. Le frisson de Jacques Delors et des pionniers de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose d'important. D'autant plus que ça manque terriblement dans le débat public français, et que c'est ce qui a détaché une grande partie des Français, y compris de... Il y met quoi, du cœur, en fait? Il émet du cœur. Et vous savez, on voit très bien que l'abstentionnisme, qui est très très fort chez les jeunes, 18 à 25 ans, or une idée européenne bien sentie, je veux dire, qui vous enflamme, pour des jeunes, ça pourrait être quelque chose de mobilisateur. Pour l'instant, je trouve que c'est un peu le seul qui est capable de donner ce souffle à la campagne. Alors, mais comment votent les jeunes, justement, puisqu'on parlait des jeunes? Ils ne votent pas forcément au PS, et ils ne votent pas forcément, d'ailleurs, Macron non plus. Le problème, c'est qu'ils ne votent pas. Ils votent pas en plus. Et ceux qui votent, pour la bonne partie d'entre eux, ils votent Rassemblement National. C'est ça le sujet. Alors comment on l'explique? Alors, on l'explique souvent parce qu'ils en ont assez des promesses non tenues. Voilà. D'ailleurs, le président de la République a parlé des promesses non tenues aujourd'hui, en citant Camus d'ailleurs. Et ça, c'est la virginité, entre guillemets, du Rassemblement national. En plus, avec un jeune homme comme Bardella, il s'identifie à ce mouvement, il s'identifie à ce jeune homme beaucoup plus facilement qu'à tous ceux qui, avant eux, ont parlé de l'Europe ou ont parlé de la vie politique française sans tenir leurs promesses. Et malheureusement, c'est le cas depuis 40 ans. 40 ans que les promesses ne sont pas tenues, que les Français... de conditions, je dirais, modestes, lorsqu'on est jeune, c'est intéressant de penser à des promesses non tenues quand on a 25 ans. On est souvent vieux quand on est jeune aujourd'hui, parce que justement, il y a beaucoup de problèmes. Sauf que n'oubliez pas que tous les jeunes ne sont pas dans le même panier. Il y a les jeunes Erasmus, il y a ceux qui voyagent, qui vont il en a parlé, à l'étranger. Emmanuel Macron va aller encore plus loin. Il y a tout un paquet de jeunes Français qui ne sont pas la jeunesse Erasmus, qui sont en gros ceux qui font des études techniques supérieures, voire moins d'études. Et là, d'une certaine manière, la gaucherie, l'attitude un peu gauche de Jordan Bardella peut le servir. Parce qu'il parle de l'Europe sans vraiment emphase, de manière pragmatique. Et au fond, c'est un peu l'Europe, de toute manière, on s'en accommodera. Et c'est sans doute ce que pensent beaucoup de ces jeunes-là. Écoutez, j'en ai rencontré pas mal, comme d'ailleurs Richard, je suppose, quand on couvre les campagnes présidentielles, législatives en France, notamment des trentenaires, la petite trentaine, sont des gens qui m'ont raconté comment ils ont voté la première fois, avec quelle fierté, quand le chef de bureau a fait un petit laïus, un petit speech, parce qu'il venait, ce jeune homme, cette jeune fille venait voter pour la première fois, et la fierté qu'ils avaient ressentie, et qu'ils ne votent plus maintenant à 32, 33, 34 ans, parce qu'ils ont entre-temps fondé une famille, ils ont commencé une carrière, et ils disent, mais il n'y a rien pour nous. Ils ne s'intéressent pas à nos problèmes. Alors, s'ils ne s'intéressent pas à nous, nous, on sait s'intéresser à eux. Et ça n'existe pas qu'en France, ça existe chez nous aussi. Un sondage sorti aujourd'hui le prouve aussi. Donc, il faudrait peut-être que les politiciens commencent à y penser un peu. Jean Garrigue. Non, mais c'est vrai, c'est une des deux données nouvelles de l'ascension qui est
n'est pas forcément irrésistible, mais en tout cas qui est réel du Rassemblement national en France. C'est d'avoir su capter comme ça cette jeunesse, et une jeunesse en général issus des milieux populaires, des catégories pauvres de la jeunesse, parce que les Erasmus, ils vont aller vers Raphaël Glucksmann, les jeunes étudiants issus de la bourgeoisie ou des classes moyennes supérieures, tandis que Bardella, ça parle à ces... Donc on va retrouver le même clivage. Il incarne ça par son itinéraire personnel et par cette idée, effectivement, qu'il faut quelque chose de nouveau et qu'il incarne cette jeunesse. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. Merci Jean Garrigana, Navarro, Pedro. Merci beaucoup Yves Tréhard. Merci. Richard Verly. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À lundi.